Bonjour, bienvenue dans la série Science or Not Science. Nous allons continuer maintenant par l'histoire des sciences proprement dite. Alors, l'histoire des sciences, elle se confond avec l'histoire des sociétés et des civilisations. Et l'histoire des sociétés et des civilisations étant fort complexe, puisqu'elle a énormément évolué au cours du temps, mais également selon la géographie, un peu partout sur le monde, ça donne une histoire des sciences qui est également complexe. Elle se décompose en l'histoire des découvertes scientifiques, et l'histoire de la pensée scientifique. Il faut éviter de confondre les deux parce que ce sont deux objets fort différents. Les découvertes ont d'ailleurs largement précédé la pensée scientifique. Ce découpage en deux grandes disciplines est assez réducteur parce qu'il y a de nombreux embranchements, de sous-branches d'études. Il faut tenir compte aussi, dans les découvertes et la pensée scientifique, des migrations, des découvertes faites en un lieu, par exemple en Arabie, qui ont émigré ensuite en Occident. C'est donc très complexe, et en plus l'évolution des sciences est loin d'être linéaire et simple. Donc, elle est émaillée également de différents paradigmes, et des révolutions scientifiques ont émaillé les avancées scientifiques un peu partout dans le monde à de nombreuses époques. C'est donc très très compliqué. Nous n'en donnerons évidemment dans ces vidéos que les grandes lignes. Alors, comme nous l'avons dit dans la vidéo précédente, nous allons commencer par la préhistoire. La préhistoire, on ne peut pas vraiment parler de science à cette époque, mais on peut parler de technique, de début de la technique par la taille des outils. Ces avancées techniques ont été essentiellement empiriques, par essais, erreurs, sur des dizaines de milliers d'années. Ça fut très très long. Ça a commencé par la taille de la pierre, puis la taille de l'os, la taille du bois, et la complexité des outils s'est perfectionnée au cours du temps. D'abord des outils grossiers, tels que de simples pierres cassées, puis les bifaces, puis des objets beaucoup plus fins, en os ou en bois, pour faire des pointes de lance, des hameçons, toutes sortes de choses. C'est aussi pendant la préhistoire qu'est apparue la maîtrise du feu. Cette découverte s'est faite approximativement entre 250 000 et 300 000 ans. C'est donc très ancien. Tellement ancien que ce n'est pas notre espèce, Homo sapiens, qui a appris à maîtriser le feu, ni d'ailleurs à fabriquer les premiers outils. Il faut remonter à Homo erectus et même Homo habilis, et même apparemment, d'après des découvertes récentes, même un peu plus loin. Puis, il y a une autre espèce qui s'est développée il y a grosso modo environ 200 000 ans et s'est répandue à travers le monde, qui a supplanté les autres espèces. Homo sapiens, on estime que dès le départ, devait avoir peu ou prou les mêmes facultés que nous. Alors il n'avait pas du tout la même société, pas les mêmes connaissances, forcément. Son histoire commençait à peine, mais ses capacités cérébrales étaient à peu de choses près semblables aux nôtres. Et donc certaines choses qui nous sont naturelles l'étaient déjà à l'époque. Par exemple, compter et calculer est quelque chose d'assez intuitif. Si vous devez chasser, ramener du gibier, vous devez pouvoir compter et dire « je dois ramener 3 antilopes », par exemple. Donc, c'est quelque chose qui est apparu très tôt, et très tôt, il y a eu naissance d'un proto-calcul, d'une proto-géométrie, on en a des traces, et également d'une proto-astronomie, c'est-à-dire plus essentiellement à l'époque, d'une cosmogonie, c'est-à-dire l'association des phénomènes célestes à un panthéon de type divin.
donc à une association des liens avec le mysticisme, avec le chamanisme, avec le totémisme, etc. Donc c'est également très complexe et c'est vraiment les embryons de la science. C'est lors du néolithique, en Mésopotamie, il y a environ 3500 ans, que on a vraiment assisté à une explosion des techniques. Parce que l'homme s'est sédentarisé, il avait besoin d'outils plus perfectionnés pour cultiver, pour faire de l'élevage. Et donc, on a vu une forte amélioration des techniques telles que les métallurgies et bien d'autres techniques de poterie, de fabrication d'émaux sur les poteries. C'est donc à cette époque que la technologie a commencé vraiment à se développer. Et vers moins 2000 environ est apparu quelque chose d'absolument capital, l'écriture. Alors au début, ça a commencé de manière très simple. Du moins dans cette région du monde. On sait que l'écriture a été inventée dans plusieurs régions, notamment dans la vallée de l'Indus et également en Chine, indépendamment. Mais celle de la Mésopotamie est importante car elle est en grande partie liée à l'Occident et au développement des techniques et des sciences. Au début, avec le développement des sociétés, des villes, est apparu un système social plus complexe, avec en particulier des prélèvements d'impôts. Pour faire les impôts, il fallait que des receveurs des contributions de l'époque se rendent sur place et disent, voilà, monsieur Untel a autant de moutons, autant de surface qu'il cultive, etc., de telle ou telle nature, etc. Il fallait donc, si possible, le noter, impossible de tout retenir de tête. Au début, c'était très simple. Il prenait des cailloux colorés. Autant de cailloux de telle couleur, c'est les moutons. Autant de cailloux de telle couleur, c'est les surfaces. Pour éviter toute tricherie et toute fraude, ils enveloppèrent ces petits cailloux dans des capsules d'argile cuite. Ainsi, si on voulait modifier le contenu, il fallait casser la boule, ce qui permettait de voir qu'il y avait eu falsification. Seulement, ces boules, elles n'étaient pas très pratiques, puisqu'on ne voyait pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Il fallait les casser pour voir ce qu'il y avait dedans, et donc elles ne servaient qu'une fois. C'était pas très utile. Et donc, ils se mirent à dessiner sur les boules ce qu'il y avait à l'intérieur. Autant de cailloux, de telle couleur, de telle forme, etc. Pour ce faire, à l'époque, ils employaient des pointes de bambou qui donnaient des coins en enfonçant dans l'argile. C'est la naissance de l'écriture cunéiforme, mais qui au début servait simplement à compter les biens des personnes. Et donc, il suffisait de prendre la boule et de regarder ce qui était marqué dessus. Très vite, certains ont dit, oui, mais à quoi ça sert d'avoir une boule avec des cailloux dedans, puisque on ne casse même plus, on ne fait que lire ce qui est marqué dessus. C'est devenu des tablettes sur lesquelles on écrivait les relevés. Très rapidement, cette écriture pratique, qui n'était pas prévue au départ pour être prononcée, très rapidement elle s'est perfectionnée, incluant des mots, incluant petit à petit une grammaire, une conjugaison, une prononciation, et le langage écrit, la transcription écrite du langage parlé était née. Ce calcul, apparu très tôt, était basé au début sur la base 60. Quelque chose que nous ne sommes pas très habitués puisque nous comptons en base 10 avec nos 10 doigts. Mais nous en avons encore des traces à travers les heures, les minutes et les secondes. 60 minutes dans une heure, 60 secondes dans une minute. Ça date de cette époque, c'est donc très ancien. Le système numérique s'est très vite perfectionné avec une numération de positions, comme nous l'utilisons actuellement, des décimaux,
des fractions, et on a retrouvé de nombreuses tables de calcul qui devaient avoir un but pédagogique et aussi un but pratique, contenant des indications sur les inverses des nombres, sur la géométrie, pour calculer des surfaces cultivées par exemple, ou des volumes, et également des calculs pratiques pour résoudre des équations algébriques du premier et deuxième degré. C'est donc très ancien. Les équations du second degré qu'on apprend à l'école, en secondaire, ça remonte à 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc il y a plus de 4000 ans par rapport à nous. C'est très très ancien. À cette époque, s'est également développée l'astronomie. Donc on ne se contentait plus d'observer les étoiles et d'y voir des présages ou d'autres choses, mais on s'est mis à faire des calculs astronomiques afin de prédire les équinoxes et d'autres périodes, les solstices, d'autres périodes importantes, les saisons, de façon à avoir un usage important dans l'agriculture. Il faut savoir quand planter, quand récolter. Il y a eu également à cette époque un développement assez remarquable de la médecine. Mais toutes ces connaissances scientifiques, à l'époque, étaient assimilées à des croyances. On ne faisait pas de distinction entre ce que nous venons de voir, l'astrologie, la religion, la mystique. Tout était englobé dans un seul ensemble, où tout s'entremêlait. Il y avait encore des aspects mystiques liés aux phénomènes célestes et beaucoup de superstitions liées au nombre, par exemple. Une chose qui est très caractéristique, par exemple, c'est que dans toutes les tablettes qu'on a découvertes sur la Mésopotamie, on ne trouve jamais de démonstration. Donc jamais on ne faisait de raisonnement pas à pas afin de démontrer un résultat mathématique. L'usage de ces connaissances scientifiques était essentiellement pratique ou lié aux aspects religieux de la société. Donc il n'y avait pas réellement de pensée scientifique rationnelle au sens où on l'entend actuellement. La science et les techniques se développaient parce qu'on en avait besoin. Par exemple, à l'époque, furent fabriqués les premiers instruments. Premières horloges pour mesurer le temps, premiers instruments pour mesurer des longueurs, des surfaces. Parce qu'on avait besoin de ces instruments et non pas parce qu'on appliquait une pensée rationnelle pour les concevoir. Ensuite, après la Mésopotamie, on peut citer l'Égypte pharaonique, pas l'Égypte actuelle bien sûr. Donc l'Égypte de l'Antiquité. Celle-ci s'est réellement faite dans la continuité de la Mésopotamie. Beaucoup des connaissances techniques et scientifiques de l'Égypte antique sont vraiment dans la continuité des connaissances de la Mésopotamie. Donc il y a vraiment eu un rapport de filiation. Au niveau arithmétique, leur système était un peu plus faible. Les Égyptiens n'avaient pas de zéro. Mais c'était qu'une toute petite faiblesse. Les Égyptiens ont fait un grand bond en géométrie. De grands bonds. Ils ont fortement amélioré les calculs géométriques avec des besoins importants pour la construction de leurs monuments, comme les pyramides dans l'ancienne Égypte, dans l'ancien Empire, et puis la construction, par exemple, des tombes sous forme de galeries creusées dans la vallée des rois lors du Nouvel Empire.
et la construction, bien sûr, de nombreux temples et palais. Ils ont également fait pas mal de progrès en arithmétique. Et par exemple, ils ont donné une approximation de pi basée sur une fraction. La valeur de pi pour eux, c'était 3,1605. Alors que la valeur que l'on connaît maintenant, c'est 3,1459. Donc, un peu différent, mais c'est déjà pas si mal, et c'était suffisant pour leurs besoins. C'est également pendant l'Égypte pharaonique, que se développèrent certaines techniques telles que les horloges, qui se sont nettement améliorées, et développement également de la médecine, où les Égyptiens ont fait des progrès remarquables, notamment en chirurgie de l'œil, chirurgie du crâne, et ils ont élaboré une véritable technique médicale basée sur les symptômes, sur les traitements à appliquer, et en écrivant de véritables traités de médecine. Mais, comme je l'ai dit, c'était vraiment dans la continuité de la Mésopotamie, et toutes ces connaissances restaient essentiellement pratiques ou reliées à la religion, aux croyances égyptiennes, sur l'au-delà, sur les dieux. Il n'y avait donc toujours pas de pensée scientifique rationnelle. La science rationnelle allait seulement apparaître. Nous verrons cela plus tard. Merci.